Radio J. Radio J. Géopolitique, le MAG. Steve Nadjar. Radio J. Bonjour François Hesbourg. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes conseiller spécial à la Fondation pour la recherche stratégique après avoir présidé l'International Institute for Strategic Studies de Londres et vous publiez aux éditions Odile Jacob un essai intitulé « Le suicide de l'Amérique ». Vous estimez que l'élection de Donald Trump a accéléré un processus qui mènera à la décomposition de l'Empire américain tel qu'on le connaît depuis maintenant près de 2 siècles. Un moment charnière dont vous explorez, François Hesbourg, néanmoins les soubassements plus profonds. Il y a 18 ans, vous avez fait paraître Iran, le choix des armes. C'était un titre sous forme de question chez Stock, un livre dans lequel vous examiniez les différents scénarios possibles de la course à l'arme atomique, à la manière d'y répondre, la course atomique de la République islamique. Quel premier bilan tirez-vous aujourd'hui de ce que Donald Trump a qualifié de guerre des 12 jours entre Israël et l'Iran? D'abord, on peut enlever le point d'interrogation qu'il y avait sur le titre de ce livre. Le choix des armes a effectivement été retenu, mais dans des conditions plus difficiles que celles qui auraient pu prévaloir si ce choix avait été fait plus tôt. Plutôt, c'est-à-dire à la fin des années 2000, au début 2010 ? À la fin de la décennie 2000 et après la découverte de Fordo au début de la décennie des années 2010. Mais à l'époque, d'abord George W. Bush et puis ensuite Obama avaient refusé de fournir à Israël les moyens nécessaires pour procéder au type de frappe auquel nous venons d'assister. Donc les avions B-2 ou les bombes GBU-57 dont on parle beaucoup depuis quelques semaines. Les deux, mon général. Les bombes et les avions, à l'époque plutôt des B-52 d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que les B-2 qui peuvent les transporter. Alors, le bilan, pour être honnête, on ne le connaît pas pour le moment, en tout cas pas dans le grand public. Ce que l'on peut dire, c'est que du point de vue israélien, beaucoup d'objectifs au sens physique et métaphorique du terme ont été atteints. Si l'on envisage la lutte contre le programme nucléaire iranien comme étant une version particulièrement importante de ce qu'on appelle en Israël tondre le gazon, il y a beaucoup de gazon qui a été tondu. Ça, il faut le faire régulièrement, selon la doctrine israélienne. Voilà, on est dans une façon de voir les choses qui est un peu différente de celle des Américains, en tout cas de l'Amérique de Trump, qui regarde les choses de façon beaucoup plus binaire. C'est tout ou c'est pas grand-chose. Trump a parlé d'une détérioration du programme nucléaire qui aura des conséquences sur plusieurs décennies. Côté israélien, on parle peut-être plutôt d'1 ou 2 années. Quelles sont les évaluations qui vous semblent les plus pertinentes en la matière, François Hesbourg ? Les Israéliens savent d'expérience qu'il y a très peu de choses qui soient définitives au Moyen-Orient et que si on gagne quelques mois ici et quelques années là... Ça repousse. Ça repousse et le moment venu, il faudra probablement recommencer. Donc pas de surprise, j'allais dire pas de déception non plus, quelque part. Par contre, la vision trumpienne, c'est bien entendu, ma frappe a été absolument décisive, elle a tout annihilé et on est tranquille jusque dans la nuit des temps. Moi, j'aimerais bien, mais très honnêtement, ça m'étonnerait beaucoup. Et avec ce type de vision, il risque d'être condamné à faire exactement ce qu'il voulait éviter en précipitant le cessez-le-feu il y a quelques jours, c'est-à-dire de devoir y revenir. Trump déteste les guerres interminables. Il veut absolument éviter de s'engrainer dans une nouvelle guerre, cette fois-ci vis-à-vis de l'Iran plutôt que de l'Irak ou de l'Afghanistan. Mais si l'on évalue les choses à partir de ses propres critères, il risque d'y être condamné. Parce que moi, je ne sais pas ce que sont devenus les 400 kilos d'uranium enrichi à 60%. Il a l'air confiant. Ils ont pu être déplacés sur d'autres sites, alors, à la différence des centrifuges, semble-t-il. Moi, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Mais tant que je ne sais pas,
je pense qu'il est prudent de partir du principe que les Iraniens qui, eux, savent, ne manqueront pas d'essayer de les militariser s'ils existent encore. Et cela est a priori possible. Il n'y a pas... J'ajoute une chose, qu'il y a beaucoup d'auditeurs, je pense, c'est que quand vous êtes à 60% d'enrichissement, vous pouvez déjà faire la bombe. Elle ne sera pas optimale. Et il faut plus d'uranium métal que ce ne serait le cas si ça avait été enrichi à 90 ou 92%. C'est-à-dire, au lieu de devoir utiliser une quinzaine de kilos, vous serez obligé d'en rassembler une quarantaine de kilos. Mais 400 kilos d'uranium enrichi à 60%, c'est quand même potentiellement un nombre conséquent de bombes, même s'il n'y a pas d'enrichissement supplémentaire. Ce n'est pas parce que les centrifugeuses ont peut-être été toutes éliminées, et il y a de bonnes chances pour que l'essentiel d'entre elles l'ait été, qu'on s'est débarrassé de ce qui a déjà été produit. Est-ce que vous avez été surpris, François Heisbourg, par les défaillances de la défense iranienne pendant ces 12 jours ? Non, absolument pas. Les Israéliens avaient fait le travail proprement l'année dernière, lors des 2 ripostes au lancement massif de drones et de missiles balistiques et de croisières par l'Iran. Avril et octobre 2024. Avril et octobre 2024. Là, il ne restait plus grand-chose. Les Iraniens sont retrouvés à poil. Et bien entendu, les frappes israéliennes au cours des 2 dernières semaines auront pu éliminer l'essentiel de ce qui pouvait subsister. Donc, pas de surprise, non. La constance n'est pas un mot que l'on associe a priori de manière spontanée à Trump. C'est ce que vous écrivez, page 85 dans ce livre, Le suicide de l'Amérique. Cette idée se vérifie, selon vous, dans le dossier iranien, lui qui écartait jusque-là publiquement, en tout cas, l'idée de frappe sur le sol iranien. Oui, qu'on ne s'y méprenne pas, les appétits de Trump ont une certaine continuité dans le temps. Je pense qu'il est réellement hostile à l'armement nucléaire de l'Iran. Il le dit depuis longtemps, et on peut, je crois, lui faire crédit de ce point de vue-là. Mais en entrant dans cette opération, le Midnight Hammer, le marteau de minuit, Trump visait 2 objectifs en partie contradictoires. Le premier objectif, indépendamment de ce qu'il pense ou de ce qu'il ne pense pas du programme nucléaire iranien, c'était de bien montrer qu'il n'était pas ce que les Américains appellent TACO. TACO, c'est Trump always chickens out. Qui menace beaucoup mais ne fait pas grand-chose derrière. Voilà, il se déballonne toujours. Ça a été l'acronyme qui a été inventé par les journalistes économiques lorsqu'il y a eu déclenchement de toute l'affaire des tarifs douaniers et ainsi de suite. Il roule les mécaniques, mais à la sortie, il va se coucher. Ça, c'est un message qu'il envoie à la Chine, à la Russie ? C'est un message, j'allais dire, général. Cette image d'un type qui crie très fort, mais qui ne fait pas grand-chose, si elle s'ancrait, c'est désastreux pour la suite du mandat de Trump. Donc il y avait une incitation vraiment très forte à montrer, à travers un acte spectaculaire, et le bombardement de Fordo est cet acte spectaculaire, qu'il n'était pas effectivement TACO. Et l'autre objectif, c'est de ne pas être engrainé dans une nouvelle guerre interminable, Forever War, et donc, une fois accompli l'acte, il fallait se retirer le plus vite possible. Ne pas mettre le doigt dans l'engrenage. Donc, dès que les Iraniens avaient chorégraphié leur riposte, entre guillemets, Qatar, sur la base d'Al-Udeid, au Qatar, Trump tenait la ligne de sauvetage qui allait lui permettre de se sortir du jeu en bon ordre.
pensait-il, en imposant immédiatement un cessez-le-feu aux Israéliens et aux Iraniens. C'est l'application de l'idée, la paix par la force, qu'on a beaucoup entendu ces derniers Non, derniers jours. c'était l'atteinte par Trump de deux objectifs qui lui étaient personnellement très chers et qui n'ont rien à voir avec la paix par la force. Je ne pense pas qu'il était mu par un slogan quelconque en la matière. Et le lendemain matin, quand il s'est avéré que le cessez-le-feu avait été violé et que selon lui, 52 avions israéliens étaient en route pour Téhéran, nous avons tous vu la séquence où il a invité les uns et les autres à aller se faire foutre. Et encore, les mots en français sont presque polis comparés aux mots en anglais. Et hier, il a parlé depuis La Haye de deux gamins qui se disputaient dans une cour de récréation et qu'il fallait... Ça montre toute la profondeur d'analyse dont il est capable par rapport à ces conflits de cours de récréation du Moyen-Orient. Enfin, franchement... C'est quoi ça? Cours de récréation? C'est une cour de récréation nucléaire iranien? C'est pas une cour de récréation, c'est existentiel. C'est bien pour ça que je mets l'accent sur le fait que lui, il avait des objectifs qui lui étaient personnels et qui étaient plus importants pour lui que le fait de savoir si ça allait régler ou non le problème nucléaire iranien qu'il paraît quelque part relégué au rang de dispute pour quelques billes dans une cour de récréation. Et il a en tête, puisque vous parliez... Être en situation de dépendance stratégique par rapport à une telle finesse d'analyse est quelque chose qui devrait normalement inquiéter les pays concernés, notamment Israël. François Hesbourg, vous parliez d'objectifs personnels de Trump. Il y a aussi cette volonté de ne pas se mettre à dos une partie de son électorat MAGA très isolationniste. Bien entendu, il a été élu sur une plateforme anti-guerre, qui était d'ailleurs la même plateforme en la matière que Biden. No Forever Wars était un slogan partagé par les deux candidats en 2020 et en 2024. Et les sondages d'opinion aux États-Unis indiquaient, je ne sais pas ce qu'il en est au moment où je vous parle, mais indiquaient que sa base électorale n'était pas du tout enchanté à la perspective d'avoir les doigts pris dans l'engrenage des conflits de cours de récréation du Moyen-Orient. Est-ce qu'il est désormais en mesure de contraindre les deux principaux belligérants, Israël et l'Iran, de respecter le cessez-le-feu ? Dans la mesure où l'Iran, pour l'instant, a de bonnes raisons de respecter le cessez-le-feu, l'Iran avait visiblement envie d'un cessez-le-feu. La riposte prétendue telle contre la base américaine à Qatar le montre. Les Iraniens avaient vraiment envie que Trump puisse siffler la fin de la partie. Du côté israélien, c'est moins évident, à la fois dans l'immédiat et dans le moyen terme. Dans l'immédiat, visiblement, le gouvernement israélien avait envie de continuer. Les 52 avions qui allaient vers Téhéran n'étaient vraisemblablement pas entièrement une fiction inventée par Trump. Et dans la mesure où les buts de guerre israéliens étaient quelque peu ambigus sur la question du changement de régime, certains propos de Netanyahou laissaient penser que c'était un but de guerre. Si tel était le cas, évidemment, ce but de guerre n'avait pas été atteint. Donc, de bonnes raisons de continuer. Et dans le moyen terme, si on a de bonnes raisons de penser que l'Iran dispose d'une quantité significative de matière fissile, si on arrive à la repérer, je n'imagine pas à un seul instant que l'on puisse hésiter en Israël plus d'une nanoseconde dans l'organisation de la chasse. Sans l'aval des États-Unis ? Évidemment. Alors là, pour le coup, on est vraiment dans l'existentiel. Vous avez quelqu'un qui en est réduit aux dernières extrémités du point de vue stratégique, parce que l'Iran en a pris plein la gueule, et à juste titre, au cours des 2 dernières années. Si ce pays devait disposer de la capacité de mettre en œuvre
une arme nucléaire entre les mains d'un régime qui se sent par ailleurs très menacé dans son être, vous allez courir derrière cet uranium. Hein. Encore une fois, je n'imagine pas un instant Israël hésiter. Vous écrivez, François Hesbourg, page 40, qu'en général, historiquement, les États-Unis ne font pas les choses à moitié. Vous citez notamment le cas du président Woodrow Wilson pendant et après la Première Guerre mondiale. C'est ce qui manque à Trump, cette continuité dans l'action militaire, diplomatique? L'action militaire, il y répugne. Ça, c'est une continuité de Trump depuis qu'il s'exprime sur ce type de sujet. Il a des problèmes, certains parleraient, mais on n'est pas là pour faire de la psychanalyse de comptoir, certains parleraient des déficits intentionnels. Et il est parfaitement capable de passer d'un sujet à l'autre en fonction des opportunités, des circonstances. Ce n'est pas forcément un défaut, je l'ajoute tout de suite. Là où il y a de la continuité chez Trump, c'est dans ses appétits. C'est-à-dire dans des choses qui l'intéressent particulièrement. Il écrit sur les sujets géopolitiques, grosso modo, depuis le milieu des années 1980. C'est donc pas tout à fait récent, et il y a des continuités fortes, que ce soit dans le domaine géoéconomique, avec l'affaire des tarifs, ça ne remonte pas à hier, la question des relations avec l'Union soviétique, puis avec la Russie, et ainsi de suite. On est dans un homme plus complexe qu'on ne l'imagine parfois. En marge du sommet de l'OTAN à La Haye, aux Pays-Bas, Donald Trump a déclaré hier qu'il considérait qu'un accord avec l'Iran n'était désormais pas vraiment nécessaire. Steve Witkoff, l'envoyé spécial américain au Moyen-Orient, a évoqué de son côté la perspective d'un accord de paix plus global avec Téhéran. François Hesbourg, est-ce que ça vous semble envisageable en cas de maintien au pouvoir du régime des ayatollahs en Iran? J'ai beaucoup de mal à comprendre l'un et l'autre. Je veux bien que Witkoff imagine qu'il a des dons de demi-urge et qu'il va pouvoir rabibocher tout le monde avec tout le monde au Moyen-Orient. Moi aussi, j'ai longtemps cru au Père Noël. Je vous fais cet aveu. Mais c'était très dur quand j'ai dû accepter l'idée. On en est beaucoup plus loin que le rapprochement, la normalisation des relations entre Israël et l'Arabie Saoudite, par exemple. Par exemple, qui n'est pas pour demain, par ailleurs. Et quant à Trump, sur l'absence de la nécessité d'un accord, oui, certes, parce que je pense qu'il est conscient du fait qu'Israël va éventuellement devoir recommencer. Parce que pour Israël, le problème est existentiel. C'est pas une faribole. Est-ce qu'il perçoit également la volonté pérenne des Iraniens de ne pas renoncer à l'enrichissement de l'uranium sur le sol national? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les Iraniens, que ce soit ceux du Shah ou ceux de la République islamique, le nucléaire est un sujet de consensus, c'est pas un sujet clivant. Le régime ne va pas tomber parce que une majorité des Iraniens serait contre le programme nucléaire. Ce serait peut-être même plutôt le contraire. S'il y a un truc qui unit cette grande et vieille nation qu'est l'Iran, c'est la légitimité de son aspiration à devenir une puissance nucléaire. Évidemment, ce n'est pas du tout la même chose si ce pays est dirigé par les mollahs ou s'il est dirigé par un gouvernement responsable, stable, pacifique. Mais on considère de part et d'autre... Mais la notion que l'Iran va renoncer à l'arme nucléaire, comme ont pu le faire après des chutes de régime des pays comme l'Argentine ou le Brésil, qui sont des cas où le changement de régime a conduit à l'abandon du programme nucléaire militaire, ce schéma-là, je ne le vois pas du tout s'appliquer à l'Iran. Pages 124 et 125, François Hesbourg, vous insistez sur le fait que Donald Trump se montre parfois, paradoxalement, favorable à la prolifération nucléaire, notamment dans le cadre de la Corée du Sud et du Japon, et ce pour des raisons purement économiques. Il a également semblé ouvrir la porte à un accès au nucléaire civil par l'Arabie Saoudite. Quelles conséquences tout cela pourrait-il avoir en matière de risque stratégique? Alors d'abord, sur l'Arabie Saoudite, ce qu'évoquait Trump dans sa campagne de 2016,
c'était l'inévitabilité de l'acquisition de l'arme nucléaire, non seulement par le Japon et la Corée du Sud, mais par l'Arabie saoudite. Il ne disait pas du tout programme nucléaire civil. Le programme nucléaire civil de l'Arabie saoudite est un sujet de discussion entre Américains et Saoudiens sous Trump 1, sous Biden et sous Trump 2. Ça, ce n'est pas une nouveauté. Par contre, comme chacun doit s'en souvenir, les Saoudiens ont aussi fait savoir depuis longtemps, moi je l'avais entendu moi-même de la bouche même de Saoud bin Faisal, à l'époque ministre des Affaires étrangères d'Arabie Saoudite, c'était en 2005, qui me disait « Nous ne serons pas, si l'Iran acquiert l'arme nucléaire, nous en ferons autant ». Vous entendez d'ailleurs la même chose dans les années 70 de la bouche du Shah. Si le Pakistan a une bombe, nous l'aurons aussi. Absolument. Et vous avez parfaitement raison de rappeler l'affaire du Shah, qui explique en partie les difficultés que la France avait eues à l'époque pour vendre ses centrales nucléaires à l'Iran, qui nous reprochait de fournir au Pakistan les moyens d'enrichissement en plutonium militaire de ce pays, oui. Vous ouvrez le livre, François Hesbourg, avec la dernière conférence de Munich sur la sécurité à laquelle vous avez assisté, c'était en février dernier, et vous avez été surpris, estomaqué presque, comme beaucoup de diplomates et d'observateurs, par le discours du vice-président américain J.D. Vance. Pourquoi ce discours fera date selon vous, vous parlez d'un avant et d'un après 14 février 2025. Alors, je commence par faire un rappel sur Trump. Il y a un mot que je n'ai pas employé pour parler de Trump, c'est d'idéologie. Trump n'est pas un idéologue. Vance, lui, est un idéologue. Vance, s'il était d'extrême gauche, il serait un bolchevique. Il a un système de pensée extrêmement construit. Deuxième caractéristique de Vance, il n'a que 40 ans. Il a son avenir politique devant lui, alors que Trump, il arrive en fin de course, inévitablement. À la fin de son mandat, il aura l'âge qu'avait Biden à la fin de son propre mandat. Et donc Vance pose des jalons pour la suite. Vance devient automatiquement président des États-Unis. C'est pour une raison XY. Trump devait quitter la présidence avant la fin de son mandat, pour des raisons de santé, ou s'il meurt, ou que sais-je, biologiquement, constitutionnellement, c'est lui qui devient président. Il peut évidemment se présenter ensuite, en 2028, aux élections présidentielles, et l'idée que Vance puisse être l'incarnation d'un Trumpisme idéologique jusqu'à la fin de ses possibilités constitutionnelles, c'est-à-dire janvier 2037, n'est pas du tout folle. Il est tout à fait possible qu'un démocrate soit élu d'ici là, mais tel que les choses sont parties, il est plus facile d'imaginer que ce soit Vance que la version américaine de Mélenchon qui vient d'être hissée aux primaires à New York, primaire démocrate. Primaire démocrate à New York. Si c'est ça le chemin que vont emprunter les démocrates dans les 2-3 années qui viennent avant les élections de 2028, les républicains, ils sont là pour un bon bout de temps. Vance, c'est la meilleure incarnation, selon vous, du courant isolationniste MAGA? Isolationniste, non. MAGA n'est pas isolationniste. Ils ne veulent pas des complications. Ils veulent avoir les avantages de la superpuissance sans en avoir à en porter le fardeau. À quel courant vous pourriez alors les rattacher? Unilatéraliste, une Amérique sans alliés, sans alliance, une Amérique isolée. Une Amérique isolée, ce n'est pas une Amérique forcément isolationniste. L'Amérique qui frappe à Téhéran, à part le fait d'être applaudie en Israël, agissait seule, pour le meilleur ou pour le pire. Il agissait seule. Une Amérique qui agit avec des alliés,
C'est pas le genre de la maison Trump et c'est certainement pas le genre de la maison Vance. Alors justement, à propos de ses alliés, Vance parle de parasites. Trump lui-même les considère parfois comme pires que des ennemis. Est-ce que pour le moment, cette vision des choses, François Hesbourg, qui effraie beaucoup, notamment les États européens, ne s'applique pas tout à fait aux alliés de l'Amérique au Moyen-Orient, qu'il s'agisse d'Israël, de l'Arabie Saoudite ou des Émirats Arabes Unis? Mais d'abord, l'Arabie Saoudite et les Émirats ne sont pas des alliés des États-Unis. L'Arabie Saoudite, quand elle a été durement frappée par les Iraniens, je crois que c'est en 2019, avec l'élimination pendant 15 jours de la moitié de la capacité de production pétrolière et de traitement du pétrole par l'Iran, l'attaque contre Abqaiq et compagnie, la réaction américaine, c'était des merden zizish, sans nous. Les Saoudiens s'en sont souvenus, et d'ailleurs, le résultat le plus clair de tout ça, ça a été le rapprochement saoudo-iranien. Les choses ont été normalisées, les ambassades ont été avec ouvertes. l'aide de la Chine. Voilà. Et autrement dit, non, Trump ne se sent aucun devoir d'alliance au sens plein de ce terme. C'est pas l'OTAN. Et d'ailleurs, il s'en rend compte, il l'a dit lui-même dans la conférence de presse à La Haye hier. Israël n'est pas formellement un allié. Dans la pratique, elle l'est, Dieu merci. Mais c'est un cas très exceptionnel. Pour l'instant, on est plutôt sur une trajectoire où les alliances se relâchent avec les Asiatiques comme avec les Européens. Et je pense que les Européens, à La Haye, ont fait un très mauvais calcul en voulant absolument complaire à Trump, qui évidemment savoure ce moment de gloire. Avec l'augmentation à 5% du PIB des dépenses en matière de sécurité. Défense et ainsi de suite. Mais la façon dont nous y sommes pris, un niveau de complaisance, de veulerie invraisemblable. Le texte envoyé à Trump par le secrétaire général de l'OTAN, où il l'appelle papa, Daddy. Trump est certes très sensible à la flatterie, il la goûte, il a visiblement savouré hier, mais il reconnaît la faiblesse quand elle se manifeste et il méprise les faibles. Et dans les mois qui viennent, lorsqu'il va s'avérer que les Européens, pour beaucoup d'entre eux, n'ont pas le début du commencement de la capacité de remplir l'objectif fixé. Et pas seulement pour le cas des Espagnols qui ont essayé... Il n'y a pas que les Espagnols qui l'avouaient aux gémonies par ailleurs, mais je vois très mal la France, dans l'état actuel de ses finances publiques, pouvoir faire des progrès sensibles vers l'objectif formellement assigné. Trump va se faire les pieds sur les Européens, vu la façon dont nous avons manifesté notre faiblesse collective à La Haye. Je reviens à votre thèse d'un suicide en plusieurs actes de la puissance impériale américaine. Une mort par suicide actif, écrivez-vous, une automutilation. Est-ce qu'on a déjà assisté à un tel phénomène dans l'histoire des empires? Alors, il y a la fin de l'Union soviétique, qui n'a été provoquée par personne. D'ailleurs, les Américains, comme les Occidentaux en général, avaient plutôt peur de la disparition de l'URSS. On savait gérer la relation avec l'URSS. On ne savait pas ce qui allait suivre, d'ailleurs on n'avait pas tort. À bien des égards, la situation est plus compliquée qu'à l'époque de la guerre froide. Mais il est vrai que les Soviétiques ont démantelé leur empire. C'était peut-être inévitable, mais c'était là aussi une série de décisions qui avaient été prises à Moscou, à Kiev, à Minsk, et je l'ajoute en connaissance de cause. Et aux États-Unis, les actes du suicide, la guerre d'Irak, 2003. En 2003, la crise des lignes rouges en Syrie en 2013, la façon de gérer la guerre d'Ukraine, et ainsi de suite. Toutes ces évolutions ont été faites en connaissance de cause. C'est en connaissance de cause que Biden et Mme Clinton soutiennent la guerre d'Irak.
à l'époque. Mm. Ce n'était pas une invention des républicains. Bien sûr, les républicains étaient aux manettes, mais ils n'étaient pas seuls. C'est pour ça que ce suicide, bien sûr, il est accéléré aujourd'hui par Trump. Mais ce n'est pas Trump qui l'a créé. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Il a commencé avant Trump et il continuera après que Trump aura quitté la scène, vraisemblablement au plus tard, en janvier 2029. Et le reste est à lire dans votre nouvel essai François Hesbourg, Le suicide de l'Amérique. C'est passionnant et c'est publié aux éditions Odile Jacob. On peut retrouver cet échange sur radioj.fr ainsi qu'en vidéo sur notre chaîne YouTube. Merci encore d'avoir été avec nous et à très bientôt sur Radio J. Merci à vous, c'est un plaisir.